Bonjour à toutes et à tous, on est très content avec Shai de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Il y a eu un match vendredi soir, un match des finales, donc les Nuggets qui ont battu le Heat 108-95 et qui mènent désormais 3-1. Bon, il n'y a pas eu une énorme actualité pendant le week-end, donc on va surtout se concentrer de toute façon sur le match. Shai, je te propose qu'on revienne un peu sur cette rencontre. Je ne sais pas si tu as encore des souvenirs. Moi, je ne l'ai pas re-regardé, je l'ai vu en direct, je ne l'ai pas re-regardé depuis. Je me souviens à peu près. Qu'est-ce qui, toi, te marque ou qu'est-ce que tu retiens justement de cette victoire avec justement 2 jours de recul? C'est cette impression qu'on avait évoquée lors du dernier CQFR, en fait. Hein. Après, je sais pas si tu la partages aussi, mais on s'était dit qu'il y avait l'air d'avoir eu un virage un peu dans la domination, dans la confiance de Denver qui nous faisait penser que c'était. Alors, c'est peut-être un peu prématuré, mais de dire que c'était terminé. Là, on les a vus malgré. Enfin, c'est quand même un match où Jokic, Murray Ouais. sont pas ultra adroits. Jokic a un problème de faute. Jokic se blesse un peu la cheville en début de match. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que. Enfin, ils sont à l'extérieur. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que Denver reparte de Miami à 2-2. Et on a encore vu que cette confiance qu'ils ont en eux et cette capacité à apporter d'autres choses que simplement les exploits ou le niveau incroyable de leurs deux meilleurs joueurs, ça fait qu'ils sont capables de résister à tous les types de situations. Là, ils sont encore. Moi, je ressors avec la même impression que le match précédent. Pour moi, ils filent vers la victoire et Miami a beau se battre comme le sait le faire cette équipe. Hein. Ils sont encore revenus sur la fin de match. Ils ont bien redémarré le quatrième quart-temps. Et même avec Jokic en problème de faute, ils n'ont pas réussi. Donc, je reste même 2 jours après, je reste avec ce sentiment que Miami, c'est ultra valeureux, que tu peux pas les enterrer, que tu peux pas te dire qu'ils vont pas peut-être reprendre encore un match dans cette série. Mais je trouve que Denver marche sur l'eau. Même sans que Jokic soit fabuleux sur le dernier match, ils arrivent à imposer leur style et leur domination. Ouais, moi, là, ce que tu as cité donc sur Jokic et Murray, c'est pareil. C'est ce que j'ai ressenti déjà le matin même à l'issue du match. Mm. Quand tu regardes le box score, je sais que Murray fait 5 sur 17 et Jokic est à 8 sur 19. Les deux sont sous les 50%. C'est quand Mm. même C'est rare. suffisamment rare pour être souligné. C'est notamment du côté de Jokic, c'est Ouais. très rare qu'il soit sous les 50, même si c'est déjà arrivé sur ses playoffs, mais c'est quand même l'efficacité, c'est une des principales C'est son truc, ouais. caractéristiques de Jokic. Mm. Et là, ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais. D'ailleurs, Murray finit à 15 points en balançant 12 passes Et décisives. C'est il, son quatrième match de suite à 10 ou plus. Quoi. c'est impressionnant qu'il fasse. Enfin, on en avait parlé un peu de cette métamorphose de Jamal Ouais. Murray, enfin métamorphose ou alors évolution, où il arrive, enfin, il distribue tellement de passes décisives. Enfin, maintenant, là, tu disais, c'est le quatrième match à au moins 10 passes. En fait, sur toutes les finales, il a un minimum 10 passes. Quoi. Ouais, mais à la base, on l'envisage pas comme un meneur créateur, Non, ouais, ça n'a tu vois, jamais été sa qualité première. Quoi. c'est un gros scoreur, c'est un mec qui est capable de claquer du 40 points. Et là, le fait qu'il arrive à ajouter cette palette-là, 12 passes décisives sur un match de finale et 4 matchs de suite à 10 passes, c'est pas anodin, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, en gros, le fait. Donc, c'est pas qu'ils ont été mauvais, Jokic et Murray, c'est que par contre, il y a eu de la maladresse et il y a eu la volonté de les limiter offensivement de la part Mm. du Heat, ce qui a plutôt bien marché, ce qui était un Ouais, ajustement logique vu qu'ils avaient marqué 66 points dans le Game 3. Donc, tu te dis, bon, bah, voilà, tu perds le Game 3 de 15 points parce que Jokic et Murray t'ont allumé de partout. Tu te dis, OK, on va essayer de les limiter au maximum. Tu le fais plutôt bien. Et derrière, tu perds de 14 points ou 13 points. Tu perds de 13 points, enfin, tu perds quand même de 13 points. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est là où on peut en venir au match d'Aaron Gordon. Mais ça montre que ce que les Nuggets, déjà, un, ont réponse à tout. Et deux, ce qu'ils répètent, eux, depuis le début, c'est-à-dire le danger chez nous, il vient de partout. Il ne faut pas défendre que sur un joueur. Ça peut ressembler à des phrases toutes faites, notamment concernant plein d'équipes. Hein. Mais là, il y a la démonstration par les faits. Tu as un Aaron Gordon qui sort le meilleur match de sa série, mais 27 points au meilleur moment. 27 ouais. points, 11 sur 15, 3 sur 4 à 3 points. Il a été très bon sur plusieurs passages clés. Je sais que c'est ton gars, ça doit te faire plaisir. Alors, j'ai une relation compliquée avec Aaron Gordon en Ouais, mais tant que c'est un fan du mec du Magic. Magic, donc tous les mecs du Magic, Non, je mais voilà. considère que c'est tes gars. Non, non, ouais, voilà, tu peux. Non, mais il fait 6 passes en plus. Enfin, il a fait un Ouais, match c'est trop bon incroyable. aussi. Il fait une finale, une saison. Mais j'en reviens encore à ce moment où ils auraient peut-être dû. Ils avaient la meilleure fenêtre de tir pour gagner avant la blessure de Jamal Murray. Quand Aaron Gordon arrive, c'est un coup incroyable. On s'en rend peut-être même pas compte encore sur le coup.
Il a changé la dimension de cette équipe parce qu'il a apporté une profondeur qu'ils avaient pas. Tu vois, Jokic, Murray font un match selon leurs standards qui sont des standards d'extraterrestres, surtout pour Jokic, moyens. Et derrière, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un Aaron Gordon qui joue comme ça? Les autres qui, dans leur rôle, jouent très bien. Bruce Brown en sortie de banc encore. Ce mec, il va être payé, hein, comme on dit. Il va finir par avoir ce qu'il mérite. Aaron Gordon, même Michael Porter, on a parlé de sa maladresse, mais il fait des efforts là où il n'en faisait pas avant. Il a plus conscience de jouer pour autre chose que pour lui-même. Toutes ces choses-là font que Denver est au-dessus et peut se permettre de survivre à des matchs moyens de ses superstars. Parce que Miami peut pas ou plus faire, hein, mais c'est ça, c'est vraiment la force de Denver, c'est le collectif et la qualité individuelle au sein même du collectif. Gordon, c'est une individualité c'est un mec qui était envisagé comme un possible franchise player, hein, à l'époque d'Orlando quand ils le prennent. J'oublie encore je crois que c'est Frank Vogel à l'époque qui dit pour moi je vais l'utiliser comme Paul George, ça peut être un joueur comme Paul George. C'est que tu penses que ça peut être une star de la ligue, un All-Star, hein. Et petit à petit c'est un peu départi de ce côté dunker de concours. Là il y avait le concours du All-Star Game face à Zach LaVine qui était magnifique, où il a l'impression de se faire voler 2 fois, où il dit qu'il va se reconcentrer sur autre chose que sur le dunk, et ça a très bien marché. Là à Denver honnêtement il est incroyable. Je pense qu'il s'est trouvé. Ouais, il s'est trouvé. Il aurait, et même dans la saison, on parlait pas beaucoup de lui, mais ça aurait pas été scandaleux qu'il soit All-Star cette année. Bien sûr. On n'en a pas tant parlé que ça, mais parce qu'il apporte des deux côtés du terrain, ça devient un des joueurs les plus complets de la ligue à son poste. C'était pas gagné, hein. En fait, c'est le complément idéal de Jokic et de Murray, à la fois en attaque, à la fois en défense. L'expression apporter du liant, parfaitement illustré par Aaron Gordon. Jokic, souvent, il va défendre le cercle parce qu'il ne peut pas trop s'aventurer au large, il n'a pas la mobilité, mais lui, Gordon, il a la mobilité. Par contre, quand Jokic, il est ciblé sur les pick and roll, Gordon, il est suffisamment grand et athlétique pour quand même couvrir le cercle. Donc, défensivement, il a quand même une palette. En attaque, en fait, je pense que concernant Gordon, sur sa carrière, le fait d'être drafté en 4e position, c'est ce qui lui a joué des tours, en fait. Il était parmi les meilleurs joueurs de la QV 2014 en termes de potentiel. Et je veux dire, c'était un prospect ultra athlétique. Donc voilà, il était dans la même gamme que les Wiggins, que les Jabari Parker, que les Joel Embiid, les Julius Randle. Mais en vérité, contrairement à ces gars-là, dont la plupart, sauf Parker, sont tous devenus des All-Stars, Gordon, il n'était pas fait pour être une star. Il avait des qualités qui étaient justement faites pour être un role player de luxe. Et c'est ce que disaient d'ailleurs déjà les scouts à l'époque. Sauf que le Magic, en le draftant en 4, en n'ayant pas forcément de stars identifiées dans cette équipe à l'époque, c'était des Oladipo. La volonté d'en faire une star, elle est presque compréhensible, parce que tu te dis, il est tellement athlétique, imagine on lui rajoute un dribble, imagine on lui rajoute un tir. Mais au final, il n'est pas assez fort pour le faire fréquemment, ça, pour vraiment se créer son propre tir. Par contre, et c'est ce qu'on voit sur cette série, tu lui mets un défenseur plus petit, il punit au poste. Là, sur ce tir, il a de l'adresse à 3 points, tu laisses des espaces. En fait, il te fait mal, surtout, il te fait mal quand il est aussi régulier. Et là, c'est vraiment sur cette série, il est régulier en termes d'adresse, en termes de scoring. Alors évidemment, il n'a pas toujours été à 27 points sur la série, mais là, c'était son meilleur match. Mais ça illustre un peu tout ce qu'apporte Aaron Gordon. Et je pense vraiment qu'à Denver, il a trouvé le rôle parfait pour lui. Et c'est le mariage, entre guillemets, parfait. Et je pense que la bague arrive. Ah ouais, ça c'est sûr. Et du coup, je suis intéressé par l'évolution qui va être la sienne, parce que on se projette un peu, admettons que Denver soit champion, s'il garde ce noyau-là avec des joueurs qui sont même pas trentenaires. Gordon, il a 27 ans, hein. Et, enfin, il aura 28 à la rentrée, mais c'est-à-dire qu'il va rentrer dans son prime. Est-ce que c'est un joueur qui, voilà, s'il décide de rester dans ce noyau avec Denver, ils peuvent, je veux dire, même un back-to-back, c'est pas inenvisageable. Et lui, individuellement, il peut encore prendre une dimension, il peut devenir All-Star s'il a envie. C'est une forme de Sean Marion pour moi, en fait. Ouais, non, mais il y a de ça. Il peut y avoir de ça, non, clairement. Mais je suis content pour lui, parce que j'aurais aimé que ça marche mieux à Orlando à l'époque. Mais est-ce que c'était parce que il était pas, enfin, c'était l'entourage autour de l'équipe. Enfin, ça montre encore que c'est tellement important d'être ou drafté par la bonne équipe ou de tomber dans la bonne équipe. Il y a des joueurs qui sont tellement forts, qui sont forts partout, et il y en a qui ont besoin, pour accomplir leur destinée ou leur plein potentiel, ils ont besoin d'être dans un contexte, dans un collectif particulier. Et là, Aaron Gordon, c'est super fort ce qu'il fait.
Mais je pense qu'on le voit dans tous les sports et à n'importe quel niveau, pas que en pro. Tu as des mecs dans leur profil, et je sais de quoi je parle, pour le coup, par expérience, même au basket, même amateur, tu as des joueurs qui sont taillés pour jouer avec des mecs plus forts qu'eux. Parce que leur qualité se transpose mieux quand il y a des mecs plus forts qu'eux individuellement autour d'eux. Et Ouais. Gordon, en fait, c'est ça. Dans un groupe comme Orlando, où il n'y a pas forcément de vrais gros joueurs à ses côtés, il ne peut pas exprimer toutes ses qualités. Lui, c'est un mec qui va combler des brèches, qui va être avec un gars comme Jokic qui a la vision du jeu de Jokic. Un Gordon, c'est parfait. Il coupe dans le bon timing. C'est une menace sur les alley hoops. Sur tout ça, en fait, il est excellent, mais il a besoin qu'autour, il y ait des gars plus forts. Et tu sais, pour revenir sur le match, je trouvais que sur le Game 3, on a vu ça reste dans le collectif, mais pourquoi Denver a des meilleures individualités, notamment Murray et Jokic, tu vois, Denver a des meilleurs superstars que le Heat. Et en fait, sur ce match, même si encore une fois, c'est le collectif qui prime, comme tu l'as dit, les individualités dans le collectif, on voit que Denver a aussi en fait des meilleures individualités, même au-delà des stars. C'est-à-dire que, honnêtement, alors on a dit beaucoup de bien des role-players du Heat et alors, je sais que Butler, ils appellent pas role-player, etc. Mais effectivement, les role-players du 8 sont quand même bons. Il n'y a rien à dire. On ne va pas rien enlever à leur parcours juste parce qu'ils se trouvent sur certains matchs. Mais là, on peut voir certaines limites chez les Gabe Vincent. Je pense surtout à Max Strus. Pour moi, celui qui montre le plus de limites, c'est Max Strus. Ouais, c'est un dent pour lui. Un coup, il va te faire 1 sur 10. Un coup, enfin, là, il fait 0 sur 4. Donc, il prend même pas beaucoup de tirs. Il joue que 19 minutes. Enfin, c'est... Gabe Vincent, il met 2 points, 19 minutes. Max Strus, pareil, tu as dit 19 minutes, pas un panier. Au final, Highsmith, on ne le voit plus. Alors, Duncan Robinson, je pense, c'est celui qui fait la meilleure impression, tu vois, mais sur ses finales dans l'ensemble, d'ailleurs, pour lui, je trouve qu'il y a une vraie progression. Mais en tout cas, tous ces gars-là, c'est quand même moins fort que du Gordon, que du Caldwell Pope, que du Bruce Brown. Tu vois, il y a quand même un niveau d'écart entre. Même que du Jeff Green, en fait. Et j'ai failli te le dire. J'ai failli te dire Jeff Green. Et je me suis arrêté, mais. Franchement, c'est en train de devenir c'est un des meilleurs vieux depuis très longtemps, en fait. Ouais, parce que. Non, mais. Est-ce qu'il est vraiment vieux? J'ai bien de vérifier quel âge il a. Il a 36 ans. Tu sais, t'as le doute. Alors, je parle pas de ce match-là. Ce match-là, il a été plutôt discret. Il met un shoot assez important à la fin, quand même. Hein. Il met un tir à 3 points. C'est son seul tir du match. Mais sur toute la série, même sur toute la saison, athlétiquement, ce qu'il est capable de faire à son âge. Bon, en fait. Ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que c'est pas un. Alors, je ne veux pas le comparer à Vince Carter, c'est pas la même. L'autre, c'est une icône, tout ça, mais tu sais, dans cette façon de vieillir et de se transformer, souvent, Carter s'est transformé en shooter, en facilitateur, et c'était plus la bête athlétique. Green, je le trouve dans tout, hein, pas que pour aller dunker, parce qu'il va toujours claquer un ou deux gros dunks. Défensivement, il tient, et tu n'as pas l'impression qu'il souffre contre des mecs plus jeunes. Je le trouve bluffant. C'est pas spécialement sur ce match-là où il est important parce qu'il met son shoot à la fin, mais dans l'ensemble de la série et depuis le début de la saison, il m'a bluffé, quoi. Il y a un autre truc sur Denver, les minutes sans Jokic, qui étaient catastrophiques en saison régulière, au point où c'était devenu un argument en faveur de Jokic pour le MVP, parce que ça lui donnait je sais plus, il faudrait le nom de la stat, c'est Benjamin Moubèche qui sera ça, le Vortex. Un truc genre Raptor Vortex. Exponentiel au carré, je sais pas quoi, qui montre que voilà, Jokic, c'est le joueur qui va avoir le meilleur plus-minus en comparaison quand il est sur le terrain, quand il n'y est pas, etc. Et là, on voit que les Nuggets, quand il n'y a pas Jokic, donc Jokic, il sort pour 5 fautes, il y a plus 10 pour Denver, il revient au bout de 5 minutes, il y a plus 9 pour Denver. Je veux dire, ils ont plus que tenu. Alors, parfois avec des tirs difficiles. Murray a un tir très important. C'est lui qui stoppe le run de 8-0. Il y a un 8-0. Le hit, il commence le quatrième quart-temps sur un 8-0. Murray stoppe le run avec un 3 points. Gordon aussi met un panier important. Il y a des paniers importants, mais cette équipe, elle sait tenir. Avec ou sans Jokic, il y a encore une fois une réponse un peu à tout, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est parce que c'est la bonne construction de l'équipe, un peu de réussite de ne pas avoir de blessés majeurs au moment où c'est le plus emmerdant, et tout est cohérent, tout est bien travaillé, et ça n'enlève rien à ce qu'a réussi le Heat, enfin ce qu'a réussi à faire le Heat. Même prendre un match à Denver, c'était déjà un exploit, il faut saluer ça. Je pense juste, sans vouloir manquer de respect au Heat, encore comme la dernière fois, que là, ils n'ont pas ou plus les armes pour empêcher Denver d'aller chercher le titre. Ils vont peut-être encore nous faire mentir l'année prochaine et faire un truc de Warrior en allant gagner là-bas, mais là c'est trop bien huilé, les joueurs sont trop en confiance.
voilà, c'est une conclusion peut-être un peu déprimante pour les fans du Heat, mais Denver me semble filer vers le titre et je pense que ce sera plié la nuit prochaine. Ouais, ce soir, ouais, moi je pense aussi que ce soir c'est la dernière nuit blanche pour nous avant la draft. J'espère en tout cas. Je m'excuse auprès des fans du Heat, mais mon corps réclame du sommeil. Mais non, mais en étant plus, je partage au final ton constat. J'ai quand même l'impression que Denver est trop au-dessus et qu'effectivement il n'y a plus trop de réponses. Par contre, et c'est pour ça que je trouve le discours là de Michael Malone intéressant, c'est voilà, lui, il insiste sur le fait, la nature humaine, à 3-1, tu te relâches. C'est plus fort que toi, en fait. Et Ouais. il insiste sur le besoin de combattre cette nature humaine pour Denver. Je pense que les Nuggets, quand même, ils ont remonté, eux, 2-3-1 dans la bulle à Disney. Ils savent quand même que c'est pas insurmontable. Je pense qu'ils ont effectivement intérêt à jouer avec énergie et passion, comme si le score était équilibré. Parce que je suis sûr d'une chose, par contre, c'est que Miami, eux, ils vont pas lâcher, en fait. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est C'est sûr l'ADN et de cette certain. équipe-là. Tu vois, même après, enfin, il pourrait y avoir des mines défaites en conf de presse ou machin, mais ils disent juste, bah, non, bah, faut juste gagner 3 matchs, et tout, c'est normal. Ouais. T'es Kevin Love qui donne un peu sa recette parce que lui, il a fait partie de la seule équipe qui a remonté un 3 en finale. Butler et Spoelstra Il y avait quand même LeBron James dans cette équipe. il y avait LeBron James. C'était un contexte particulier, voilà. Bon, on sait quand même jamais. Il faut pas. On a vu des choses assez folles quand même ces derniers mois. On peut pas. Mais c'est juste, voilà, c'est le sentiment. Tu sais, quand t'es sur une dynamique comme celle de Denver. Enfin, et puis, ils gagnent tous les matchs à l'extérieur, à domicile, même s'il y a un petit accident de temps en temps, ils sont quand même. Ils ont toujours cet avantage-là à domicile qui est. Enfin, ils Ouais, ils l'exploitent à sont quasiment merveille. imprenables à domicile. Ils sont très durs à prendre. Et puis, ouais, écoute, ouais, pour le suspense, on n'est pas contre que Miami nous fasse encore mentir et que cette équipe prolonge la série, mais c'est juste que ça semble un peu compliqué là maintenant. Voilà. Le petit mot d'encouragement que je peux avoir sur le hit, c'est que j'ai l'impression que Jimmy Butler commence à se sentir de mieux en mieux physiquement et ça se sent en Oui. fait dans ses performances. Je l'avais déjà trouvé bon sur le Game 3, je l'ai trouvé encore meilleur sur le Game 4. Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce de montée en puissance. Par exemple, voilà, je ne sais pas s'il y a des team parieurs, mais s'il y en a qui veulent miser sur Jimmy Butler à plus de 30 points ce soir, je ne serais pas surpris. Winamax, là chez nous. Mais tu vois, c'est aussi un autre argument pour lequel j'ai du mal à envisager Miami. C'est que Butler et Adebayo, et surtout Adebayo, sont très bons là depuis 2 matchs. Ils sont là. Bah, Adebayo fait 20 Après, points, 11 rebonds. il perd 7 ballons. Il perd pas mal de ballons, mais toutes ses prestations depuis le début des finales, elles sont excellentes et c'est très comme on l'avait dit la encourageant dernière fois, si c'est le joueur qu'il est quotidiennement et sur toute la saison, voilà, il va prendre une autre dimension et c'est super encourageant pour l'avenir à très court terme du 8 parce que on aura le temps de revenir dessus quand les finales seront terminées. Mais si tu prends cette équipe-là avec les joueurs majeurs, les joueurs qui se sont révélés sur cette campagne, que tu enrobes un peu avec un peu plus de profondeur, parce que là, tu as des joueurs dans le groupe. Udo Haslem va prendre sa retraite. Il y a des joueurs qui sont les Cody Zeller, tout ça, c'est sympathique, mais ça n'a pas beaucoup apporté. Si tu leur rajoutes un peu de moelle, attention, quoi. Je pense que ces finales, elles montrent que le Heat, quand même, a besoin d'une autre star pour Ouais. gagner vraiment un titre. Pas pour aller en finale, ok, ils ont prouvé, c'est bien, ils ont prouvé, ils sont allés quand même 2 fois en finale en ayant une seule vraie superstar. Mais je pense que vraiment, le déroulé, même si tu as l'impression que tu n'es pas si loin, tu vois, je pense quand même que ça montre que tu as besoin d'un autre gros talent. Et Tyler Hero, il n'est pas assez fort, je pense. S'ils peuvent faire un transfert où tu sacrifies Tyler Hero, là, alors on est en train de parler sur la pré-finale, et je sais pas, et tu as un Damian Lillard qui vient, Ah ouais. là tu commences vraiment à être dans une catégorie où tu peux te dire attends, mais nous, avec notre culture, nos role-players, et en plus maintenant on a ce gars-là, et sinon, sans extrapoler sur l'avenir, je pense qu'un Duncan Robinson, il est vraiment en train de regagner sa place parce qu'au final, c'est pas un joueur unidimensionnel. Ou Non. pas si unidimensionnel. Il a même pas que les drives, on avait vu les drives et les coupes un peu sur ses playoffs, même sa qualité de passe, en fait, elle n'est pas mauvaise. Et dans ce match-là, il y a vraiment des trucs intéressants chez lui. Ouais, de toute façon, on en reparlera plus tard, mais il y a clairement même dans la défaite, il y a des gagnants de ces finales-là, et à contrario des mecs
ont un peu déçu, mais Duncan Robinson fait partie Enfin, je veux dire, faut rappeler qu'il était au fond du trou toute la saison. Il était dans les rumeurs de trade. Il est dans les classements des pires contrats à chaque fois. Enfin, S'il avait un salaire moins imposant, il aurait été transféré en fait. Ouais, c'est très probable. Et il fait partie des grands gagnants. On en parlera de toute façon, hein, on reviendra dessus assez amplement une fois que les finales seront terminées. Peut-être la nuit prochaine, hein, on verra. On suivra ça. Évidemment, il y aura le match ce soir. Peut-être juste avant qu'on termine, je voulais juste te lancer peut-être sur une petite rumeur que tu as vu passer entre Kyrie Irving et Houston. Juste ça, un peu plus. Ça m'intrigue. Le mariage. Non, mais c'est Mark Stein, donc c'est sérieux. Hein, Mark Stein qui est indépendant maintenant, mais faut toujours bien regarder les sources, hein, d'où ça provient, etc. Juste Mark Stein explique que les Rockets, si James Harden ne vient pas chez eux, ce qui est possible, hein, vous voudrez se reporter sur Kyrie Irving. Ils ont l'argent à lui donner. Si Kyrie privilégie l'argent, il n'y a aucune raison qu'il se dise pas Houston c'est bien. Je peux être la star du projet, encadrer des jeunes. Tu vois, s'il se voit un peu comme un mentor, comme un leader, on a cette impression-là chez lui quand même. Tu vois, ce serait pas totalement déconnant. Et donc, si Harden ne vient pas à Houston, les Rockets seraient prêts à faire une offre à Kyrie. Jusqu'à présent, il y avait surtout Dallas et les Lakers qui étaient sur le coup. Dallas qui a ses faveurs et les Lakers on sent qu'il y a une réunion LeBron-Kyrie voilà, les deux aimeraient bien se retrouver, mais c'est pas si simple. Ils se cherchent un peu, ouais. À contrario, Houston serait une troisième équipe qui serait capable en tout cas de lui offrir l'argent qu'il pourrait réclamer, parce que c'est ça la donnée intéressante avec Kyrie, c'est que est-ce qu'il veut juste se greffer un projet sympa quitte à faire un sacrifice financier, ou est-ce qu'il veut avoir un salaire de top guy et une situation sportive où il est un peu le leader du vestiaire? Parce que si tu arrives à Houston où les joueurs majeurs c'est Alperen Sengun, Jalen Green, c'est pas pareil, ça changerait du contexte qu'il a eu à Dallas avec Doncic, à Brooklyn avec KD, même à Cleveland avec LeBron, et presque à Boston avec les deux, avec Tatum et Brown. C'est à surveiller parce que Stein a des bonnes infos et c'est certain que Houston envisage la chose. En tout cas, ouais, voilà, ce que j'allais dire, je le vois déjà sans réfléchir à ce que veut ou ce que voudrait Kyrie. Ce que j'ai l'impression du côté des Rockets, par contre, c'est qu'il y a la vraie volonté de signer une star cet été, et ce qui peut être étonnant pour une équipe qui est jeune. Mais donc, apparemment, il y a quand même une volonté de revenir un peu sur le premier plan, quitte à prendre des risques en prenant un Kyrie ou un James Harden. Mais le fait qu'ils aient pris Udoka montre qu'ils ne sont pas dans une reconstruction. Ils veulent quand même accélérer un peu le projet, là. Voilà, donc nous on suivra ça. Les prochains rendez-vous sur la chaîne Rivers. Aujourd'hui, il y a un podcast avec Théo, évidemment. Podcast donc cet après-midi. Vous pouvez retrouver ça donc en fin d'après-midi sur la chaîne Rivers. Demain, donc dans la nuit, il y a le match. Demain, évidemment, CQFR, évidemment des papiers sur Basket Session. Et le soir, on se fera une late session. Shai, absolument. Peut-être avec Benjamin, je ne sais pas. Je ne sais jamais quand Benjamin est là ou pas. Mais donc voilà, donc il y aura une late session aussi sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes ces plateformes. Et moi, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Ciao.